Parce que Hubert, toi, à la fin, t'étais expert chez Inat. Et toi, Ludovic, t'étais directeur technique d'une agence? Non, ouais, tech lead. Tech lead d'une Ouais, agence? team leader. Comment on devient un expert en ESN? Vous n'avez pas forcément fait le même parcours et c'est pas forcément évident. Il n'y a pas genre un moment où tu te lèves et t'es expert, tu vois? Non. Non, bah c'est parce qu'on a préparé l'émission avec des discussions en off. Moi, j'ai commencé en stage de fin d'études. Je suis allé chez un client. En plus, pendant 3 mois, j'ai pas fait de dev. J'ai fait des process. Genre, ça correspondait pas du tout à l'idée que je me faisais de mon métier. Ouais, et puis, c'est venu au fur et à mesure avec ensuite t'adores ça. des missions qui m'ont convenu beaucoup plus. Et non, en fait, ça s'est fait à la fois via des missions qui m'ont fait grandir, et on va les citer. Chez Humanis, j'ai eu l'occasion de faire les toutes premières web apps smartphone, et de pouvoir expérimenter sur ce qui était possible en HTML5 en 2011-2010, Ouais. tu vois. Enfin, parle d'une autre époque. Et aussi via un investissement sur mon temps libre avec des copains d'Inéa de Conseil où on voulait faire grandir la boîte pour qu'elle soit plus connue comme un endroit où il y a beaucoup de passionnés, où on peut s'épanouir en tant que développeur. Et donc, ça passe par créer un blog, participer à des confs, sponsoriser des jugs, des meet-up, voire même essayer d'y participer en tant qu'orateur. Et donc, moi, je dirais que j'ai grandi à la fois via ce que m'a apporté la diversité des missions d'être un prestataire, et aussi via un investissement conséquent, pas anodin sur mon temps libre, de faire de la veille, d'essayer de mettre mon nez dans différents milieux, que ce soit des meet-up locaux et autres. Et ça, ouais, lire des trucs, bouffer du podcast et des talks, ça demande pas mal de temps. Et Je pense que les gens sont en train de le faire maintenant. c'est un sujet sur lequel on digressera peut-être, sur à quel point c'est peut-être malheureux que ce soit nécessaire d'avoir autant d'investissement perso pour grandir ou pas. En fait, c'est vachement... Ça évolue pas mal Ouais. il y a 10 ans et maintenant. Je pense que les entreprises maintenant laissent un peu plus de temps qu'avant peut-être aux gens pour Carrément. se former et pour passer du temps à regarder ce qui se passe en dehors de son contexte de travail. Et moi, j'ai eu, Ouais. j'ai eu la possibilité, grâce à Inéad, d'être orateur dans des confs sur mon temps de travail, de temps en temps avoir des jours pour écrire un article de blog, au-delà de tout ce que je pouvais faire sur mon temps libre. Ça, c'est un sujet que Philippe mentionne dans le podcast, c'est-à-dire que dans les équipes qu'il gérait en ESN, c'était principalement du Java, mais il y en avait qui voulaient faire du .NET. Et la première question qu'ils faisaient, c'est est-ce que tu as fait des projets perso en .NET? Est-ce que tu as essayé d'installer Visual Studio? Parce que, ok, on va te former à .NET si on a un projet sur .NET, par contre, on va préférer former, là vous êtes 50 dans la boîte, on va préférer former celui qui a déjà commencé à toucher, quoi. Donc il y a quand même, c'est à la boîte d'investir sur la formation de ses salariés, mais elle va toujours investir sur celui qui a fait le plus d'efforts avant. Qu'est-ce que t'en penses, Ludovic? Parce que c'est hyper coercitif comme Ouais, discours dans la bouche d'un directeur de SM. Non, je pense que ça marche pas comme ça. On a bien Attention, fait d'inviter Ludo. avis tranché. Vas-y, on est là. Une société de service, comment elle gagne sa vie? Faut repartir de là en fait. Elle gagne sa vie en vendant de la prestation. Elle vend de la ressource. C'est un peu horrible, mais elle va dire que... compétences, on dit. Exactement. Elle, son discours commercial, c'est elle vend de la compétence, mais in fine, c'est de la ressource qu'elle vend. C'est la loi. Hein. Si tu fais autre chose, Ouais. tu peux être embêté. Ouais, c'est pas leur raison sociale, effectivement. Elle te vend aussi le fait, suivant lesquels, qu'elle a fait une sélection et une formation. Donc elle te vend le fait qu'elle a dans son... Je ne vais pas dire cheptel. Elle a dans son pool de compétences des gens qui sont mieux que son concurrent parce qu'elle les a fait grandir ou elle a choisi les bons, etc. Elle a dans ses employés des gens qui ont des compétences. Est-ce que vous avez la différence entre une ESN et une boîte de conseil? Moi, j'ai mis 5 ans à comprendre. Le TGM, non, je sais pas. Il y a un x2 entre les deux. Parce qu'en fait, Altran, c'est une boîte de conseil et Capgemini, c'est une ESN. Et la différence, elle est claire pourtant. Non, vous l'avez pas, hein? Non. Ben, une ESN, elle peut prendre un centre de service et externaliser complètement l'IT chez elle. Une boîte de conseil, elle doit changer le client et ses process et aller chez lui. Et les deux font de la régie et de l'assistance technique à la fin. Ouais. Ils font tous les deux, je pense.
Il faut Ils font tous les deux. coupé les Tant noms, qu'il y a moyen de gagner de l'argent, C'est ils ça. sont chauds, quoi. On fait. Ouais. Et donc en fait, à partir du moment où ils vendent où le discours commercial est de vendre de la compétence, une ESN doit s'assurer que tous ses employés ont une certaine, ce qu'on appelle de l'employabilité. Et de l'employabilité, c'est quoi? Ça veut dire que en permanence, tous tes employés doivent avoir un panel de compétences qui leur permettra de trouver la mission d'après. Et c'est ça la clé de tout. Une société de service qui a envie d'avoir du bon business doit s'assurer que tous ses employés ont une employabilité qui soit cool, en adéquation, où tu peux aller choper un TJM qui soit hyper intéressant, et ça veut dire faire de l'innovation, être un peu en avance, tout ça. Et donc ils vont t'inciter. Les boîtes qui ont compris ça vont forcément t'inciter à aller en conférence, à te former. Et ce qui est un peu dur, c'est la frontière entre, attention, les meet-up où tu vas pouvoir te former, te tenir et te créer ton réseau professionnel et potentiellement la mission cool d'après. Malheureusement, c'est en dehors des heures de boulot. C'est le soir. En vrai, C'est le soir. et puis c'est la vraie valeur ajoutée pour se faire, parce que tu vois, par exemple à Strasbourg, j'ai un ami qui travaille là-bas et il était dans une ESN Pachirov en sortie d'école et il est passé chez Sphere, C'est facile à dire. mais il est resté chez le même client. Je dis mais ça change quoi? Et il me dit mais avant je faisais du vieux PHP pourri, du VB, et chez Sphere on m'envoie pour faire du JavaScript et de l'Angular sur du cloud. Le PHP, c'est très bien Et aussi. il est chez le même client à la fin. Non, il y a PHP et PHP, vraiment. On est d'accord. Genre, il y a la belle application en Symfony avec API Platform et. Je te rassure, c'est aussi vrai avec PHP qui JavaScript. prend une partie, tu vois. C'est pareil en JavaScript, mais ouais. Les Visual Vas-y, Basic, vas-y. ça fait peur aussi. Là, j'ai rien dit, tu vois. Visual Basic sans .NET, hein, on s'entend. Oh là là, oh là là. Et tu vois, je pense que si on dit une ESN, pourquoi ça peut être bien en sortie d'école et tout ça, comme le seul intérêt l'intérêt commercial de l'entreprise est de s'assurer que tu vas trouver du job, elle va s'assurer que tu as les bonnes compétences qui correspondent au marché. Et une des raisons qui font que potentiellement en sortie d'école c'est pas un si mauvais choix que ça, eh bien Même un bon choix, selon moi. Même un bon choix. En tout cas, il y a 10 ans, c'était le cas. Aujourd'hui, je suis un peu plus réservé. Ouais, mais parce que au final, moi j'ai retracé ma carrière et la raison pour laquelle en sortie d'école je suis allé en société de service, c'est parce que sur les forums d'emploi, c'est eux qui sont là, c'est eux qui font de la pub partout, et voilà, parce qu'en plus un junior ça coûte moins cher et tu peux marger plus, quoi. Il y a 10-20 ans, quand t'allais voir une société, un client final, il disait nous on passe que par des prestataires, est-ce que tu veux que je te recommande auprès de. Exactement. Il n'y avait pas We Love Dev à l'époque pour trouver d'autres boîtes que les ESN qui étaient les seules disponibles dans les forums. Non, c'est vrai. Non, mais Internet, ça change la chose. Il n'y avait pas forcément Internet il y a 20 ans pour trouver du taf. CV Adel, ça date de 2005, je crois. Je suis pas si vieux que ça. LinkedIn. C'est vrai, t'es passé. Il y avait LinkedIn quand t'étais jeune geek ou pas? Oui. Oui. Quel enfoiré. Oui. Non, mais c'est parce que j'enregistre des podcasts avec des vieux. Imagine, Philippe, c'était pas le cas, je pense. Ah, ça y est, tu viens de dire qu'il était vieux. Bon, non, mais c'est pour c'est écrit partager une c'est écrit dans la bio. moi l'ICN avait organisé un forum où dans la grande salle machin il y avait plein d'entreprises, enfin c'est genre salon, chacun a son box, donc on est allé voir plusieurs trucs. Et c'est pas compliqué, en 2008, quand t'es un petit jeune, que tu tombes sur Yves Delnat, il nous regarde peut-être, qui a des forces de persuasion et qui est hyper sympa, tu tombes là-dessus et te dis on bosse pour Decathlon, avec Decathlon, Auchan et tout, t'es là, génial. Et après tu comprends que toute la région bosse avec ces gens-là. mais forcément, on t'explique que tu vas pouvoir faire plein de missions différentes, c'est hyper attrayant et encore une fois, je saurais pas dire aujourd'hui si j'étais jeune deep, est-ce que j'ai aucune idée, mais à l'époque je trouvais ça génial et je ne regrette pas du tout. En Master 1, moi j'ai posé mon CV sur tous les stands aussi au même forum. J'ai fait sans souci 15 ou 20 entretiens pour un stage de première année de Master, alors que en vrai, j'aurais pas réussi à faire 15 ou 20 entretiens en dehors des ESN. Il y avait même des ESN qui organisaient déjà des soirées un peu chill, mais en fait c'était des soirées où t'enchaînais 3 entretiens, tu vois. Mais il y avait un Mario Kart à côté ou un billard, tu vois. Mais alors qu'aujourd'hui je vois les jeunes qui cherchent des stages en ce moment sur We Love Devs ou de manière générale et qui n'ont pas forcément cet accès à un forum d'emploi comme le propose ICN, ils envoient 400 candidatures pour faire un stage. Donc on a été bien reçus quand même dans les ESN, on nous recevait quand on était jeunes diplômés, alors qu'aujourd'hui les jeunes diplômés ils ont du mal à trouver à être sûrs en entretien, quoi. Je me rends pas bien non, compte c'est de dur, ça, c'est dur. Et puis nous on
on est dans un certain confort en vrai maintenant. Mais c'est vrai. Je pense que les diplômés, ils ont pas mal changé aussi depuis 10 ans. Maintenant, il y a des diplômés qui sont beaucoup plus autodidactes, qui n'ont pas forcément fait une formation. Je pense que le marché a pas mal bougé par rapport à ça. Mais je pense que des versions de nous qui sortent d'école, qui arrivent maintenant sur le marché, trouvent très facilement un emploi. Si tu sors si t'as un bac plus 5. C'est plus pour les autres profils où c'est nouveau et les entreprises n'ont pas encore fait le virage, elles ont du mal à s'y mettre. Ce que je veux dire, c'est que même tu as un jeune diplômé qui a un diplôme d'ingénieur, s'il veut faire 10 entretiens d'embauche, il va en faire 10 dans les ESN, mais s'il veut faire 10 entretiens d'embauche sans passer par les ESN, ça va quand même être compliqué. D'accord. On est d'accord là-dessus, en vrai? Tu le sais mieux que nous, je pense. Non, mais je veux dire, c'était déjà le cas pour nous, tu vois. Je pense que c'est un peu mieux maintenant, parce que maintenant, les clients finaux, ils ont commencé à s'intéresser à l'informatique et pas seulement comme une ressource, et donc ils internalisent la compétence. Bah ouais, carrément. Et donc ça, c'est un changement qui fait que maintenant tu peux aussi rentrer, pas forcément que dans une ESN quand tu. Surtout dans la région lilloise. Honnêtement, en 2000 quelque chose, je sais plus trop. J'aurais même pas su chez qui postuler pour rentrer en interne. En vrai, il y avait ça se comptait sur les doigts de la main, quoi. Sur Will of Devs, vous pouvez aller faire une candidature spontanée chez le Romain Lindéo. Ils ont des programmes juniors, etc., qui sont vraiment bien. Ouais, carrément. C'est pas le même. Et ils investissent, en fait, surtout les retailers de la région, ils investissent sur le fait d'avoir des gens qui arrivent sans culture d'entreprise, parce que quand tu recrutes des juniors, ils n'ont pas une culture. Des fois, le premier employeur, il a tapé sur le syndrome de l'imposteur de la personne. Donc là, ils recrutent des gens qui sortent de l'école avec la patate, ils les forment à leur culture d'entreprise unique. Derrière, ça devient des soldats porte-maillot, tu vois, indémacables, quoi. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est plus forcément la seule option, en tout cas la principale option d'aller en ESN quand on sort maintenant d'école, parce que maintenant il y a des clients finaux qui proposent des intégrations, des parcours pour grandir. Moi, si je suis parti en ESN en sortant d'école, c'est parce que ma formation n'était pas terminée en fait. Carrément. C'est parce que en fait j'étais pas prêt à créer une application, un service de zéro, de rien et de le mettre en production. J'avais besoin d'être accompagné. Ma formation était une bonne base, mais il manquait beaucoup de choses. Et en ESN, ça permettait de voir différents contextes, différents clients, et après de pouvoir faire mon choix. Aujourd'hui, je pense que tu peux avoir la même chose, mais en allant directement dans un client final, dans lequel tu vas pouvoir avoir un parcours zigzag, passer d'un projet à un autre et apprendre des choses. Mais après, Cyril, tu dis ta formation n'était pas terminée, mais là aujourd'hui, tu es engineering manager, c'est pas le même métier que ce que tu as fait en sortie d'école. Est-ce que tu penses que ta formation d'engineering manager est terminée? Mais dans notre métier, on n'a jamais fini d'apprendre. Bah exactement. En fait, tu es en formation permanente et c'est aussi une des caractéristiques de notre métier, quoi. Non, en plus, en vrai, parce que les gens aujourd'hui se rendent pas forcément compte et ils imaginent toujours que dans la formation d'à côté, les gens ont appris d'autres choses. Ou des choses plus professionnalisantes, mais les formations qu'on a fait d'ingé, elles n'étaient pas particulièrement professionnalisantes. Je me rappelle qu'on est arrivé, moi le truc le plus professionnalisant que j'ai fait en cours, c'était un module sur Android, quoi. Mais sinon, les modules de code que j'avais à côté, c'était Java 1, Java 2, avec un prof qui pensait que MVC c'était un design pattern, tu vois. Donc c'était pas... C'est pas un design pattern? Non, c'est pas un design pattern. Parlons-en. C'est pas dans le bouquin. J'ai eu 0 à l'examen parce que j'ai écrit que c'était pas un design pattern. Ah, mais donc c'est un design pattern? Non, mais c'est pas parce que le prof l'a dit que c'est vrai. On m'a appris ça. C'est vrai. Et après, je me suis rendu compte on est en études supérieures, les profs, ils ont tort des fois. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, bref, du coup. J'ai déjà été enseignant vacataire, donc je suis d'accord. C'est vrai, merde, t'as été prof aussi. Mais en vrai, du coup, je suis un escroc. Ce que je veux dire, c'est que. En fait, au final, les gens, des fois, on va me dire, je vais entendre des jeunes qui me disent, moi, j'ai appris Symfony, mais j'ai pas appris Angular. Je vais en voir des gens en entreprise, des devs en entreprise, qui me disent, je vais passer un entretien à quelqu'un qui a un bac plus 3, il sait pas s'il préfère Angular, React, Vue, alors qu'il veut faire du front. Et on n'avait pas appris des choses aussi avancées que ça. On avait appris les listes chaînées, on avait appris la programmation objet. Un bubble sort, un pseudo-langage. Super important. Bubble sort, mais la vie, on l'utilise tous les jours. Et donc, ouais, c'est ça. Vous partagez ce sentiment-là, on est d'accord aussi. Moi, j'ai choisi une formation qui était avec un pied dans l'entreprise chaque année. Et malgré ça, avec un stage par an pendant 5 ans,
dont des stages parfois longs en alternance de 1 an et un autre de 6 mois. Et quand je suis sorti diplômé, je savais pas encore faire un projet de A à Z tout seul. J'avais besoin d'avoir un accompagnement. Et le SN m'a bien aidé pour ça. Et ça, quand tu es dans une grosse société de service, tu es sûr que tu vas trouver des experts sur les technos, tu es sûr d'avoir toutes les compétences dont tu as besoin. Alors que si tu es dans un grand compte ou si tu es le seul développeur dans une startup comme Ludo aujourd'hui, non, Ludo, il y a quelques années du coup. Ça y est, j'ai des copains. J'ai des copines. Tu as moins accès à ça, et dans un grand groupe, en fait, il n'y a pas forcément les tribus de devs qui sont créées, et tu as moins facilement accès à ces compétences-là. Mais encore une fois, maintenant ça a changé, ça change complètement la donne du coup. Ça change complètement la donne. Ok, c'est cool. Mais en tout cas, structurellement, les sociétés de services, comme elles vont gagner leur croûte avec tes compétences, d'une façon ou d'une autre, il faut qu'elles te fassent progresser, quoi. Ouais. Donc c'est pas forcément un mauvais choix. Après, choisissez-les bien, quoi. Les ESN, elles vont pas pouvoir faire de tout le monde des experts. Elles ont aussi besoin de Dev Java Junior à facturer pour en avoir 4 sur un projet au lieu de 2. Dev Java Junior, ça dure quoi? Ça dure 6 mois aujourd'hui. T'es Dev Java Junior parce que c'est ta première mission, et puis au bout de 6 mois, t'es expert. Une ESN, elle gagne plus d'argent si elle facture 10 juniors au lieu de 2 experts, tu vois. Non. Vas-y, calcule. Non mais t'as raison, mais non mais ce qui est important, évidemment, bah ouais, c'est ta marge. Donc en fait, ça dépend juste de combien tu payes les gens et de ce que tu les factures, tu vois. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois junior ou pas junior. Ça n'a rien à voir. C'est la mission que tu trouves et le salaire de la personne. Le sujet, ça reste se former sur son temps libre, en plus de ce que l'entreprise nous forme. C'est quand même ça qui fait la différence entre ceux qui obtiennent la considération, tu vois, tout le monde me dit ouais, moi je voudrais qu'on me fasse confiance dans ma boîte, je voudrais être facturé comme un expert, etc. Mais en vrai, le moment où tu décides de t'auto-former ou d'aller à un Jug ou au GDG, c'est le moment où tu attends pas que ton employeur te donne l'opportunité, tu la prends. Non, mais en fait, moi, dans ma carrière, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. J'ai société de service classique, blabla. Et puis un jour, un collègue te parle d'un Jug et t'y vas. Et ce que je disais à Hubert, ça m'a complètement changé ma carrière. Parce que... C'est beau. Grâce à Cyril et toute son équipe. Alors, je remercie en l'occurrence, c'était le Jug de Toulouse, Baptiste Bertius, Gaël Blondel, ces gens-là qui ont animé une communauté, qui continuent à l'animer, et bravo à eux. J'y suis allé, je sais même plus pourquoi, sûrement un collègue qui m'en a parlé. Parler de Glassfish. Et en fait, je pense... Par exemple, c'était à l'époque. C'était cool. Non, bon, c'est pas cool. Et en fait, ça a drivé toute la suite, parce que... je pense que quand t'es jeune diplômé, t'es aussi hyper intéressé par la techno pure. La techno pure, c'est quelque chose qui titille, quoi. Et là, tu vois des gens qui sont 10 000 fois meilleurs que toi et qui sont passionnés, qui connaissent plein de trucs, et tu dis, il y a un univers des possibles qui est incroyable, t'as envie d'apprendre, et tu reviens au boulot, tu dis, il faut faire ça, quoi. Comme quand tu rentres de conférence et le lundi, il faut que tu mettes en place tout ce que t'as vu. Alors que, pas du tout, mais la techno pure t'attire vachement quand t'es junior, je trouve. Et moi, j'ai choisi mes boîtes d'après grâce à ça. Parce que pour trouver un job à Paris, je suis allé sur le site du Paris Jug et j'ai regardé les sponsors du Paris Jug. Et c'est que des sociétés de services, c'est pas grave. Et j'ai candidaté que dans la liste. C'était à l'époque. C'était. Maintenant, les clients finaux, encore une fois, s'investissent. C'est normal. Et j'ai postulé que chez ces boîtes-là. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Sphère. En plus, c'est pas con, parce que s'ils filent 2, 5, 10 000 balles à Jug, c'est parce qu'ils veulent recruter. Hein. Mais bien sûr. Et comme quoi, ils ont raison. Mais comme quoi, il y a aussi une démarche d'un état d'esprit de j'ai envie de trouver des gens qui s'auto-forment. Parce que c'est cool, les gens qui s'auto-forment, tu vois. Ils gardent leur employabilité sans que j'ai rien à faire. Bah ouais. Mais non, mais la démarche est maligne. C'est pas que pour ça. Mais non. Tu vas trouver. Non, d'accord. Non, c'est parce qu'ils mettent en lumière l'entreprise, du coup, en participant dans les événements. C'est ça. Et tu vas te retrouver potentiellement avec des gens qui vont aussi au Jug et qui donc sont assez bons dans leur domaine. Et donc, toi, ça te valorise intérieurement. Tu dis, ils sont forts, tous ces gens-là. Et donc, ça flatte un peu ton ego et tu progresses avec eux. Et voilà, ça drive ta carrière comme ça, quoi.